J'ai une formation d'ingénieur génie civil. C'est pour ça que mon objet, c'était ce qu'on appelle un CUTCH, qui permet de lire les cotes sur les plans, de convertir l'échelle du plan à la cote réelle. J'ai travaillé, j'étais salarié dans des grands groupes de travaux routiers, travaux publics, donc son Colas Eurovia. Et puis, crise de la quarantaine aidant, j'ai basculé dans l'entrepreneuriat. Donc, je suis entrepreneur dans l'entreprise. Dans cette entreprise que j'ai reprise en 2006 et dans laquelle je suis resté depuis 2006. Au départ, je me disais ça va durer quelques années, puis finalement, j'ai pris. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette entreprise? J'ai repris cette entreprise qui avait une dizaine de salariés. On s'est structuré, on s'est développé, mais pas explosé en termes d'effectifs. Maintenant une bonne vingtaine. Et puis, ce que je voulais vous présenter effectivement aujourd'hui, c'est qu'on a déménagé. Donc, on a déménagé une première fois en 2007. On avait 2 petits dépôts, on a pris un plus gros. Et puis là, on avait le besoin de s'agrandir puisqu'on fait des ateliers on fait des activités de préfabrication qui nous demandent un petit peu plus de place et une place structurée différemment. Donc, on a décidé de changer de locaux. Et c'est ce qu'on a fait donc, par un achat de local au mois de juin, donc le 12 juin dernier, et un déménagement le mi-octobre. Je ne vous donne pas de date exacte parce que le déménagement, ça a duré une grosse semaine. Parce que vous verrez dans la vidéo de ce que je vais vous présenter, il y a pas mal de choses dans ce dépôt, dans ce local. Et on a fait le déménagement nous-mêmes, ce qui nous permet en même temps de trier, de faire l'inventaire et de ranger. Ce que je vais tout d'abord faire, c'est vous présenter une petite vidéo qui dure 6 minutes 40 et qui va vous présenter comment est fait ce local et dans quelle philosophie il a été pensé et aménagé avant de vous parler ensuite de la démarche qu'on a menée avec l'architecte, avec les salariés. Donc là, ça va être technique. Je vais partager et lancer la vidéo. Je suis particulièrement honoré de vous retrouver. Je suis prête, c'est quand tu veux. Bonjour à tous. Quand on veut faire un reportage sur la protection de l'environnement, généralement on vous emmène faire un tour en forêt ou en montagne, rarement dans une entreprise. Peut-être parce que ça fait pas rêver. Et pourtant, c'est là que ça se joue, parce que l'entreprise aujourd'hui a une responsabilité sociale et environnementale. Dominique Salin le sait depuis longtemps, et il en a tiré sa philosophie qui tient en quelques mots. Le dire, c'est bien, le faire, c'est mieux. Pour la petite histoire, en 2018, il se rend compte que les locaux d'ICS sont trop petits au vu de l'activité qui s'accroît. L'année suivante, il jette son dévolu sur ce bâtiment. Qu'est-ce qu'ils font ? Coupe. Les gars, pardon. En fait, quand je fais toc-toc, c'est là que vous vous tournez pour me faire coucou. Ah oui, ouais, parce que sinon, je me prends un vent. Ouais, c'est cool, merci. L'année suivante, il jette son dévolu sur ce bâtiment, qui n'est rien d'autre qu'un simple hangar, avec une petite idée derrière la tête, donner un grand coup d'accélérateur à sa démarche de réduction de l'empreinte carbone. Bref, faire un bâtiment bas carbone. Et on va le visiter ensemble. Ici, on chauffe et on rafraîchit le bâtiment avec de l'eau. Elle est stockée dans ce ballon d'une capacité de 7000 litres. Cette eau va circuler dans les panneaux rayonnants situés dans tous les plafonds du bâtiment. Quand on a chaud, on la refroidit. Quand on a froid, on la réchauffe. C'est coupé. Oui, je suis assez content de ma dernière phrase. Quand on a chaud, on la refroidit. Quand on a froid... Oui, bon, en même temps, elle est pas de toi cette phrase. Non, c'est pas de moi. Allez, on reprend à la suite. Et comment ça marche? Pour chauffer l'eau, il y a 2 systèmes complémentaires, des panneaux solaires et une chaudière à bois. Allons déjà voir la première installation. Voilà, l'eau est chauffée
par ces panneaux solaires. Faudrait peut-être un peu développer, non? On n'est pas monté rien que pour ça. Je sais pas moi, qu'est-ce que tu veux que je leur dise de plus? Tu dis que ce sont des panneaux solaires thermiques, qu'il y en a 12 sur 27 mètres carrés de surface. Tu dis qu'ils produisent 50% des mégawattheures nécessaires au chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire. Enfin, j'en sais rien, moi. Ouais, ok. Et les 50% restants, ils sont chauffés comment? Par cette chaudière au bois. Elle prend le relais des panneaux solaires thermiques qu'on vient de voir quand leur apport n'est pas suffisant. Là-dedans, on peut mettre 200 kg de bûches de bois, ce qui permet de chauffer les locaux entre 2 jours et 2 semaines selon la météo. Dans le dépôt, il y a 20 stères de bois stockés, ce qui devrait assurer 2 ans d'autonomie. À tour de rôle, chaque collaborateur d'ICS vient remplir la chaudière. Une façon très concrète de se rendre compte de la quantité de bois nécessaire pour chauffer. Eh Samuel, t'as le bon boulot toi, hein? On vous a parlé du chauffage, bien. Mais l'eau du ballon sert aussi au rafraîchissement. L'été, pour rafraîchir le bâtiment, on utilise le geocooling. Geocooling. Mais ça se passe à l'extérieur. Le geocooling, c'est un système de 4 sondes verticales installées à 100 mètres de profondeur, là où la température est fraîche et constante. L'eau qui circule va se rafraîchir dans les profondeurs du sol et s'en va circuler dans les panneaux rayonnants des plafonds. Attends, je coupe. J'ai rien à filmer, là. Si, c'est là. On voit rien. Enfin, là... Là où? Là, non, plutôt là. On est de retour dans l'entrée, devant la centrale d'air. C'est comme une énorme VMC. Elle aspire l'air extérieur et elle rejette par le toit l'air vicié. Jusque-là, c'est classique, vous me direz. Mais il y a un plus. Grâce à un échangeur à plaques, on récupère les calories de l'air rejeté en hiver. Et l'été, c'est l'inverse. C'est l'air aspiré qui refroidit l'échangeur à plaques. Comme ça, l'air ambiant est toujours tempéré. Bon, on vous en parle depuis le début. Mais ils sont où, ces panneaux rayonnants? Là-haut, dans l'atelier. Ici, dans les faux plafonds. Et là aussi. Et là-haut, dans les bureaux. Nous entrons dans l'open space, un espace de calme propice à l'échange. Pardon. Des brises-soleil orientables ont été installées pour éviter que le soleil ne chauffe les fenêtres l'été. Confort et économie. Dans l'atelier, 4 grandes ouvertures ont été créées. Elles permettent d'avoir de la lumière naturelle et une vue sur l'extérieur. Le bien-être, ça commence là. Travailler dans le confort et limiter sa consommation d'éclairage artificiel, une autre volonté de l'équipe ICS. La démarche bas carbone d'ICS ne se limite pas au bâtiment. Elle est aussi présente dans ses modes de déplacement, avec une flotte de véhicules électriques, des vélos électriques, des voitures électriques et même des utilitaires électriques. ICS fonctionne à l'électricité, mais à l'électricité propre. Oui, parce que depuis 2017, l'entreprise est sociétaire de Enercop, qui garantit un approvisionnement en énergie 100% renouvelable. On vient de finir cette belle visite du bâtiment, on est sous le charme, vous n'avez pas fait les choses à moitié. Une question, est-ce que dans votre tête, vous avez un petit vélo ou une vraie bonne idée? J'espère que c'est plutôt une vraie bonne idée. On a voulu, lors de cet aménagement, associer l'ensemble des collaborateurs à la conception des lieux, pour que cet espace soit l'espace de toute l'équipe. Et puis ensuite, cet aménagement, ces équipements que vous avez vus ont été réalisés par les équipes d'ICS, ce qui nous permettra à tous d'être plus à même de les présenter et de les expliquer à nos prescripteurs. Et avouez que derrière tout ça, il y a une idée encore plus grande. Vous voulez montrer l'exemple. Si vous... Dominique, c'est normal que ça s'arrête? On t'entend pas, Dominique. On t'entend pas. On t'entend pas, Dominique. Tu as coupé ton son. Super. Vous avez eu la fin de la vidéo, il y a une petite coupure, non? Oui, il y a une petite coupure. Une petite coupure, bon, c'est pas... Ok. Donc là, ce que vous avez vu, c'était la partie technique, la partie environnementale
qui nous a guidés dans cette conception, dans cette installation. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est la démarche qu'on a menée avec l'architecte sur laquelle on a travaillé sur ce projet. Donc, on a travaillé en conception avec une architecte et un bureau d'études thermiques. Le bureau d'études thermiques étant là pour faire ce qu'on appelle une simulation thermique dynamique, c'est-à-dire chercher à comprendre comment va fonctionner le bâtiment en fonction de différentes hypothèses qu'on va faire sur sa transformation. Qu'est-ce qui va se passer si on met des brise-soleil aux fenêtres, si on n'en met pas? Qu'est-ce que ça va changer en termes de confort d'été? Qu'est-ce que ça va changer en termes de consommation si on l'isole pas, si on l'isole à une certaine place, si on l'isole ailleurs? Et donc ça, c'est le travail du bureau d'études thermiques. Donc, il a fait ce qu'on appelle une simulation thermique dynamique qui nous a permis de faire les choix techniques d'aménagement. Et ce que je vais vous présenter maintenant, c'est le travail qu'on a fait avec notre architecte qui a travaillé à la conception, et puis plus qu'à la conception, c'est à la programmation de ce qui a été construit. Donc, je vais vous demander un petit moment parce qu'il faut que je me remette dans le partage de vidéo. J'ai oublié de vous préciser que donc là, c'est plutôt Dominique qui nous balance, qui nous donne un certain nombre d'informations. Et après, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, après, on se remet en sous-groupe et là, on va identifier les questions qu'on veut poser en fait à Dominique pour voir, comme ça, vous pouvez identifier les points que vous voulez creuser. Et après, on aura 20 minutes de questions-réponses. Donc là, voilà, Dominique, il sera vraiment à disposition pour pouvoir en fait vous amener les points que vous avez envie de clarifier, de préciser. Voilà, donc là, on est sur cette modalité d'animation. Et ce qui est chouette, c'est que Dominique, il a pas mal de vidéos, il a beaucoup construit, il a vraiment fait ce choix-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve qu'elle est super. Avec à la fois, moi, ça fait 3 fois ou 4 fois que je la vois, elle est super hein, au niveau. Il y a des accros. C'est ça qui fait que c'est réel. C'est ça aussi qui donne corps au personnage. Ouais. Ça n'a pas besoin d'être parfait. En fait, c'est super que ça soit comme ça, en fait. Ouais, c'est chouette. Alors, deuxième vidéo, plus sur la partie, cette fois-ci, voilà. Est-ce que vous avez l'image? Oui. OK. Donc, ils l'ont fait avec leur expertise, Est-ce que vous avez le son? Oui. Un peu faible, si tu peux l'augmenter. Comment ça s'est passé? Eh bien, pour le savoir, je me tourne vers Karine. Donc, bonjour Karine. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, vous êtes designer au cabinet Tandem et Associés. Est-ce que vous pouvez, avant toute chose, commencer à nous dire quelques mots sur ce cabinet? Qu'est-ce que vous y faites? Alors, Tandem Architecte, c'est un cabinet généraliste de 8 personnes qui travaillent aussi bien pour le domaine public, donc par exemple des groupes scolaires, d'autres types de bâtiments, mais aussi pour le secteur privé. En ce moment, par exemple, on est en train de sortir de terre une résidence de tourisme à Oris-en-Oisans. Moi, au sein de Tandem, je suis designer et je gère le département architecture intérieure qui est dédié à l'aménagement des espaces intérieurs pour les locaux professionnels. Et c'est à ce titre que j'ai donc rencontré Dominique. Alors Dominique, tout à fait, que vous avez rencontré par un beau petit matin d'hiver. Il vous a demandé de participer à ce projet, mais alors qu'est-ce que c'est qu'exactement le travail que vous avez pu effectuer? Cette phrase n'est pas du tout française, à ne pas reproduire. Je la reprends donc. Quel est le travail que vous avez effectué pour ICS? Alors, la mission qui m'a été confiée, c'est une mission un petit peu particulière de conception. Effectivement, pour une PME, ce n'est pas forcément courant. On m'a demandé de faire un travail de co-conception qui inclut l'ensemble du personnel dans le travail d'élaboration du projet et d'accompagnement au changement. Donc, c'est des missions qui me sont habituellement données plutôt dans les grands groupes, type de grosses entreprises ou les collectivités locales. Est-ce que vous pourriez juste nous expliquer, avant de parler, disons, du processus exact, quel est l'intérêt, comme ça, d'inclure et d'enclencher un processus de co-conception et d'accompagnement au changement avec l'ensemble des salariés?
Alors, je citerai une phrase qui vient d'un proverbe africain qui me paraît bien illustrer ce propos. Seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin. Et ça, Dominique l'a bien compris. Et donc, effectivement, les entreprises qui enclenchent ce type de processus de co-conception et d'accompagnement au changement ont plusieurs bénéfices, plusieurs avantages. D'abord, ça induit une dynamique au sein de l'entreprise et ça permet de rendre les salariés impliqués dans le projet. Ensuite, toujours au niveau humain, ça induit le renforcement ou même la création d'une culture commune qui permet du coup de renforcer la cohésion du groupe et de l'équipe. Après, d'un point de vue proprement matériel, c'est-à-dire au niveau du bâtiment, ça permet d'amener le bâtiment plus loin puisqu'on s'appuie sur les réflexions individuelles, le savoir de chacun pour mener un projet plus loin et donc favoriser ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence collective. Et enfin, ça permet également de créer un outil qui puisse répondre réellement à l'ensemble des besoins des usagers. Merci beaucoup. Donc, à présent, attaquons ce processus, justement. Quelles ont été les différentes étapes de votre travail ? Alors, au niveau du travail autour du projet des locaux d'ICS, donc il y a eu 3 temps. Un temps d'analyse, un temps d'exploration et un temps de validation. Ce temps d'analyse, il a été fait donc, de manière collaborative avec l'ensemble de l'équipe d'ICS qui avait mis en place un groupe de pilotage basé sur le volontariat, donc constitué d'à peu près 8 personnes qui représentaient les différents métiers de l'entreprise. Donc on a déjà passé au cours d'une demi-journée un temps assez important à essayer de comprendre comment ça fonctionnait, de voir quelles étaient les intentions. Donc ça a commencé par une visite des locaux existants à l'époque, une visite commentée qui a permis de comprendre à la fois les flux, les différentes tâches, de bien comprendre le fonctionnement des services. Et puis après, on a glissé vers un travail plus sensible sur quelles étaient leurs aspirations, quelles étaient leurs envies, qu'est-ce qu'ils souhaitaient pouvoir vivre au sein de cette entreprise. Et donc là, on a beaucoup plus parlé des espaces, de la perception des espaces et de comment faire évoluer l'espace dont ils disposaient à ce moment-là. Alors je me permets juste, j'ai eu l'occasion de vous le dire, mais je trouve que ça ressemble à un vrai travail d'anthropologue, en fait, d'aller chercher sur le terrain comment les gens vivent et travaillent et pensent tout ça. Oui, bah, ça change un petit peu de l'analyse, on va dire, sur la base papier qu'on a habituellement dans le cadre d'un diagnostic ou d'une analyse initiale à un projet. C'est plus vivant et en tout cas, même pour l'architecte, il y a quelque chose de beaucoup plus impliquant. Dans un second temps, donc, il y a eu la phase d'exploration. Donc, sur la base de cette analyse, on a émis plusieurs hypothèses. Ces hypothèses, en échange avec le groupe par des réunions visio et autres, on a retenu en fait une orientation. Cette orientation donc, a fait l'objet de plans avec la présentation de ces hypothèses. On en a retenu une et à partir de là, on a vraiment travaillé main dans la main. C'est-à-dire que soit par des réunions visio, on a pu présenter les plans et retenir en fait les orientations qui étaient les meilleures, soit même avec des petites interventions plus ponctuelles et des personnels volontaires, on a vraiment travaillé directement sur les plans avec des partages d'écran. Et en temps réel, on a fait des modifications, vu les incidences que ça pouvait avoir, jusqu'à finalement aboutir à une solution qui a été celle qui a été retenue. Voilà. Et le dernier temps, le dernier temps donc, qui a été le temps de validation, a été un petit peu particulier, puisqu'on a été jusqu'à aller demander finalement aux salariés quelles étaient leurs intentions en termes de création d'ambiance, de choix des matériaux, des couleurs, de l'environnement. Et ça, habituellement, on va dire que dans la plupart des projets que j'ai menés en co-construction, on s'arrête à cet endroit-là parce qu'on sait très bien que les goûts et les couleurs, c'est très compliqué de trouver un consensus.
Mais Dominique a voulu aller au bout de son idée de faire participer les salariés. Et donc, on a tenté l'affaire. J'ai proposé trois modélisations d'espace qui faisaient des simulations d'ambiance, qui ont été présentées en fait à l'ensemble du personnel par visio. De là, on a récolté en fait les retours, ça me plaît pas, voilà pourquoi, qu'est-ce qu'on aimerait de plus, etc. Pour finalement construire une 4e version qui était la version issue de ces retours. Et voilà, on a un peu avancé dans ce sens-là. Et au final, on a retenu, on a encore fait une réunion en présentiel dans nos locaux. On a utilisé notre matériothèque pour pouvoir sélectionner vraiment les matériaux de finition, les revêtements, le style de mobilier qui allait être mis en œuvre dans le projet. Effectivement, co-construit de A à Z. Exactement. Complètement. Très bien, merci. Dominique, on n'entend plus, c'est normal. Tu peux arrêter? Oui. C'est normal, c'est la fin de la... J'ai le son. Oui, c'est la fin de la séquence, la séquence vidéo, donc où Karine a présenté le travail qu'elle a mené avec nous. Alors, effectivement, ça s'est fait à cheval sur le confinement, puisqu'on a signé le compromis aux alentours du 20 février 2020 et que l'achat du bâtiment s'est fait mi-juin 2020. Donc, toute cette phase de conception s'est faite un petit peu en présentiel, mais beaucoup en distanciel. Donc, c'est là aussi on a appris à visioter sur des plans, partager des plans. Et on s'est dit, tiens, finalement, dans le bâtiment, on peut travailler à distance, alors qu'au départ, c'était pas tellement c'était peu dans les pratiques. On est quand même dans un métier, on est vraiment dans le contact et dans la présence, ce qui fait qu'on vit ces périodes un petit peu difficilement. Ce qui est particulier, donc la deuxième vidéo que vous avez vue, c'est l'enregistrement de l'inauguration en distanciel, parce qu'en fait, on avait prévu d'inaugurer. Je voulais qu'on inaugure rapidement derrière le déménagement, pour que ce soit pas du réchauffé 6 mois après ou 1 an après, en attendant que Covid veuille bien. Donc, on a pris une date, on a organisé une inauguration en présentiel. Et puis, petit à petit, on s'est aperçu que le présentiel pourrait être que pour les VIP, puis finalement pour plus personne. Donc, on a complètement changé la formule. On a mis en place un plateau télé dans l'entreprise. Donc là, ce que vous avez vu, c'est au milieu du dépôt, là, devant le stockage de gaines de ventilation. Et on a fait un plateau et une séquence télé qui a duré 1 heure. En réunion, donc avec on a eu à peu près 140 invités qui se sont connectés sur une grosse partie de cette heure, pour pouvoir à la fin trinquer avec le petit colis que chacun avait reçu préalablement. C'est moins marquant peut-être. Alors si, c'était marquant parce que c'était un peu une première. C'est moins festif, effectivement, qu'une vraie inauguration. Par contre, l'intérêt, c'est que c'est un vrai effet retard. C'est-à-dire que le film, il est toujours là, il est toujours sur YouTube. Donc, on a invité les gens qui n'ont pas pu participer ou qui n'ont pas pu participer, à visionner quand même. Et c'est vrai que ça a fonctionné. Et puis, on a également profité de l'événement pour inviter les gens après coup à venir visiter quand la période le permet. Et c'est vrai que toutes les semaines, il y a quelques clients, quelques prospects, quelques partenaires qui passent pour découvrir et visiter en vrai les installations et l'entreprise. Et ça permet d'avoir un vrai suivi, un vrai retour sur le long terme par rapport à cette inauguration. Nathalie, on ne t'entend pas. Il reste 2 minutes 30 à peu près, juste pour vous donner, Odile et Dominique, le temps. Oh, quel timing! Ah ouais, bravo.
Je pense que là, Là, on est carrément bon. Mais tu es carrément bon, Dominique. C'est pour ça qu'on t'a invité. Donc, le résultat de la démarche, effectivement, bah, c'est cette. J'ai développé sur l'apport client de l'inauguration. Effectivement, c'est qu'en termes de ressenti des salariés, ils sont, voilà, finalement, ils sont chez eux. Donc, ça, c'est vraiment sympa et ça cimente bien l'équipe qui a participé à la réalisation et qui était là à ce moment-là. Le petit écueil, c'est que c'est un sujet qui nous a beaucoup occupé et qui m'a beaucoup occupé sur une bonne partie de l'année dernière. Et certains salariés ont eu la réflexion quand on a fait les entretiens annuels. Oh ouais, quand même, cette période de l'année là, vous étiez dans le truc, entre guillemets, un petit peu moins pour nous, quoi. Voilà. Donc le petit bémol de mon investissement personnel sur ce projet. Il faut pas que l'arbre, entre guillemets, faut pas que l'arbre cache la forêt, même s'il y a eu une participation. Effectivement, derrière, il y avait un background d'animation, de pilotage de l'animation que j'ai pu mener, et puis de travail technique aussi, parce que c'est vrai que la technique, c'est nous qui l'avons imaginé et puis mise en musique. Donc ça effectivement, c'est des choses qui sont revenues derrière un petit peu en boomerang. Super. C'est dit. C'est tout bon. Écoute, bravo, Brock. C'était vraiment tip top. Hein. Merci beaucoup, Dominique.